Un silence de mort s'abattit sur l'arène quand Mathieu, le fils d'esclave affranchi, s'avança vers l'étalon noir qui avait brisé les os de 3 dompteurs chevronnés. Dans les yeux sauvages de Tonnerre, l'enfant ne vit pas la fureur que tous craignaient, mais une douleur qu'il reconnaissait comme la sienne. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y! La lumière du soleil d'été baignait le domaine de Chanteclair d'une lueur dorée, tandis que Maurice Delacroix se tenait fièrement devant son nouveau trésor. Les vignobles qui étendaient à perte de vue n'étaient qu'une fraction de sa fortune, tout comme les écuries qui avaient fait sa renommée dans toute la France. Mais aujourd'hui, toute son attention était rivée sur l'étalon noir comme la nuit qui s'agitait furieusement dans l'enclos central. « Magnifique, n'est-ce pas ?» déclara Maurice à son audience, composée des plus grandes fortunes de la région de Bordeaux. Tonnerre est le descendant direct des meilleurs pur-sang arabes, sauvages, indomptables et d'une valeur inestimable. L'animal se cabra violemment, ses sabots fendant l'air avec une puissance terrifiante. 3 hommes s'accrochaient désespérément aux cordes attachées à son licol, tentant de le maintenir sous contrôle. Le spectacle était à la fois effrayant et hypnotisant. Maurice Delacroix avait bâti sa réputation sur ses chevaux d'exception. À 55 ans, cet homme au visage sévère, encadré d'une barbe poivre et sel, soigneusement taillée, était connu pour son arrogance presque aussi légendaire que sa fortune. Fils d'un modeste vigneron, il avait transformé l'héritage familial en empire, écrasant ses concurrents sans le moindre remords. « Messieurs », continua-t-il, en levant son verre de cristal rempli du meilleur cognac de sa collection, « j'ai acquis cet étalon auprès d'un cheik qui jurait qu'aucun homme n'avait réussi à le monter plus de quelques secondes. J'ai payé une fortune pour ce défi. » Le comte de Beaumont, un rival de longue date, émit un rire dédaigneux. « Et à quoi sert un cheval que personne ne peut monter, mon cher Delacroix? Un simple ornement pour flatter votre ego ?» Un murmure amusé parcourut l'assemblée, faisant se raidir Maurice. Ses yeux gris acier se durcirent alors qu'il fixait son rival. « Voilà précisément pourquoi vous ne serez jamais à ma hauteur, Beaumont. Vous manquez de vision. » Il se tourna vers l'ensemble des invités. « Ce n'est pas simplement un cheval que j'ai acheté, mais une légende en devenir. L'homme qui domptera Tonnerre engendrera une lignée de champions inégalés. » Le cheval, comme pour souligner ses paroles, se débattit avec une telle violence que l'un des palefreniers fut projeté au sol. Les autres invités reculèrent instinctivement, même s'ils étaient protégés par la robuste clôture de bois. « Je propose un défi », annonça soudain Maurice, le visage illuminé par une idée qui venait de germer dans son esprit. 1 million de francs à celui qui parviendra à dompter cet étalon et à le monter pendant 5 minutes complètes. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. 1 million de francs, une somme colossale qui pourrait acheter des propriétés entières, assurer une vie de luxe à plusieurs générations. « Vous avez perdu l'esprit », murmura le baron Fournier, un éleveur renommé de la région. « Un personne ne risquerait sa vie pour... » « J'accepte votre défi », l'interrompit Beaumont, son visage aristocratique animé par l'excitation. « Mon écuyer Philippe est le meilleur dresseur de chevaux de toute la France. Il a dompté des bêtes que tous croyaient impossibles à maîtriser. » Maurice sourit avec une satisfaction non dissimulée. « Parfait, organisons cela en grande pompe. Dans 1 mois exactement, j'inviterai toute la région à assister à ce spectacle. Votre Philippe et quiconque se sentira l'âme d'un héros pourront tenter leur chance. » Il leva son verre. « 1 million de francs, messieurs, ma parole d'honneur. » Alors que les conversations excitées reprenaient parmi les invités, personne ne remarqua la silhouette discrète qui observait la scène depuis l'ombre des écuries. Mathieu Lambert, à peine âgé de 12 ans, fils d'anciens esclaves des colonies françaises employés au domaine, contemplait l'étalon noir avec une fascination tranquille.
Ses grands yeux sombres ne reflétaient ni peur ni convoitise, seulement une profonde compréhension que personne n'aurait soupçonnée chez un enfant. À l'autre extrémité du domaine, dans les modestes quartiers réservés aux employés, la mère de Mathieu, Joséphine Lambert, terminait sa journée de travail aux cuisines. Originaire de la Martinique, elle avait été amenée en France par la famille Delacroix après l'abolition de l'esclavage, officiellement comme domestique salarié, mais les vieilles habitudes de servitude étaient tenaces. « Il paraît que le maître a encore fait des siennes », commentait Marie, l'une des cuisinières, en pétrissant vigoureusement une pâte à pain. 1 million de francs pour monter ce cheval du diable. Il cherche à se divertir en voyant des hommes se rompre le cou. Joséphine secouait la tête en silence. Elle connaissait trop bien la cruauté subtile de Maurice Delacroix, qui se délectait de la misère et des espoirs déçus des autres. Combien de fois l'avait-elle vu humilier publiquement ses rivaux ou ses employés qui osaient lui tenir tête? « Ce cheval a quelque chose de spécial », dit-elle finalement. « Il n'est pas simplement sauvage, il est blessé. Je l'ai observé quand ils l'ont amené. Il y a de la peur dans ses yeux, pas seulement de la colère. » Marie la regarda avec curiosité. « Comment pouvez-vous voir de telles choses chez une bête aussi dangereuse ?» Joséphine haussa les épaules. « Aux Antilles, ma grand-mère comprenait les animaux mieux que les hommes. Elle disait que les bêtes ne mentent jamais sur ce qu'elles sont, contrairement aux humains. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que son fils Mathieu semblait avoir hérité de ce don. Un garçon silencieux mais observateur, qui passait des heures à étudier les chevaux quand il le pouvait, mémorisant leurs mouvements, leurs réactions. Un enfant qui chuchotait parfois aux oreilles des animaux comme s'il partageait avec eux un langage secret. Le soleil descendait lentement sur le domaine de Chanteclair, teintant le ciel de nuances de rouge et d'or. Dans sa chambre luxueuse, Maurice Delacroix savourait déjà sa victoire à venir. Car il savait ce que les autres ignoraient. Tonnerre n'était pas simplement difficile à monter. Selon son ancien propriétaire, elle et Talon avaient tué 2 hommes qui avaient tenté de le dompter. 1 million de francs était une somme considérable, mais Maurice était certain que son argent ne risquait rien. Et le spectacle, le spectacle promettait d'être inoubliable. La nouvelle du pari extravagant de Maurice Delacroix se répandit comme une traînée de poudre à travers la campagne bordelaise. En l'espace de quelques jours, le défi était devenu le principal sujet de conversation dans les tavernes, les marchés et les salons. 1 million de francs pour 5 minutes sur le dos d'un cheval, une fortune qui pourrait transformer la vie d'un homme ordinaire en celle d'un seigneur. Dans les quartiers des domestiques du domaine de Chanteclair, Mathieu Lambert S. était faufilé jusqu'aux écuries à l'aube, bien avant que les palefreniers ne commencent leur journée. Le soleil N était qu'une promesse à l'horizon, quand il s'approcha silencieusement du box où Tonnerre avait été enfermé. Elle, les talons noirs, frappa violemment la porte de son box en percevant la présence de l'enfant. Ses naseaux frémissaient, ses yeux brillaient d'une fureur sauvage. Mais Mathieu ne recula pas. Il s'assit simplement sur un ballot de paille à distance respectueuse et commença à parler doucement en créole, la langue que sa grand-mère lui avait apprise. « Je sais que tu as peur, » murmura-t-il. « Je vois les cicatrices sur tes flancs. Les hommes t'ont fait du mal, n'est-ce pas? Moi aussi, je connais leur cruauté. » Tonnerre s'immobilisa. Ses oreilles se dressèrent comme s'il écoutait attentivement cette voix si différente des cris et des ordres auxquels il était habitué. « Mathieu, que fais-tu ici ?» L'enfant sursauta. Son père, Antoine Lambert, se tenait à l'entrée des écuries, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu sais que personne ne doit approcher ce cheval. S'il t'arrivait quelque chose, il n'est pas mauvais, papa, » répondit doucement Mathieu en se levant. Il est juste effrayé et en colère. Antoine posa une main sur l'épaule de son fils et l'entraîna vers la sortie.
Grand et mince, avec des traits marqués par des années de travail éprouvant, Antoine avait développé un sens aigu du danger. Né esclave à la Martinique, affranchi à l'adolescence, il avait appris à anticiper les caprices des maîtres et les menaces invisibles. Ce n'est pas un jeu, Mathieu. Cet animal a déjà blessé 3 hommes depuis son arrivée. Le maître l'a choisi précisément parce qu'il est indomptable. Mais pourquoi voudrait-il un cheval que personne ne peut monter? Antoine jeta un regard autour d'eux pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Pour l'humiliation, répondit-il à voix basse. M. Delacroix se délecte de voir échouer les autres. Ce défi n'est qu'un spectacle cruel pour son divertissement. Au manoir principal, Maurice Delacroix prenait son petit déjeuner sur la terrasse, savourant déjà le succès de son pari. Son intendant, Lucien Morel, se tenait devant lui avec une liste de noms. « Nous avons déjà reçu 43 candidatures pour le défi, monsieur », rapporta-t-il. Des dresseurs de chevaux, des écuyers, même un ancien cavalier de cirque. Maurice sourit en beurrant délicatement une brioche. « Excellente nouvelle. Organisez des essais préliminaires la semaine prochaine. Je veux que seuls les plus prometteurs se produisent lors de l'événement principal. Le public mérite un spectacle digne de ce nom. Et pour les blessés, monsieur, devons-nous prévoir des médecins? Maurice agita la main avec désinvolture. Bien sûr, nous ne sommes pas des barbares, après tout. Son sourire s'élargit. Mais assurez-vous que les accidents soient bien visibles du public. C'est l'échec qui fait le sel du spectacle. Pendant ce temps, au village voisin de Saint-Émilion, le comte de Beaumont préparait sa propre stratégie. Dans la cour de son château, Philippe Rousseau, son écuyer en chef, étudiait attentivement les croquis de Tonnerre, réalisés par un espion infiltré parmi les domestiques de Delacroix. « Ce cheval est exceptionnel », murmura Philippe. Un homme trapu aux avant-bras musclés par des années à manipuler des rênes et des licoles. Regardez cette ligne de dos, cette musculature. Il a été maltraité, c'est évident. Peu importe son passé, répliqua Beaumont avec impatience. Pouvez-vous le dompter ou non? 1 million de francs est en jeu, sans parler de l'humiliation de Delacroix si nous réussissons. Philippe se frotta la barbe. Pensif. Je peux essayer une approche avec des tranquillisants. Pas assez pour l'endormir, juste pour atténuer sa nervosité. Faites ce qui est nécessaire, ordonna Beaumont. Mais n'échouez pas. Je ne supporterai pas de voir le sourire suffisant de Delacroix. Les jours suivants virent défiler au domaine de Chanteclair une parade de dresseurs venus tenter leur chance lors des essais préliminaires. Mathieu, qui avait été assigné à l'entretien des écuries comme punition pour s'être approché de Tonnerre, observait chaque tentative avec une attention minutieuse. Un à un, les hommes entraient dans l'enclos et tentaient d'approcher l'étalon noir. Certains avec des gestes brusques et autoritaires, d'autres avec des friandises ou des techniques de distraction. Aucun ne parvint à poser ne serait-ce qu'une selle sur le dos frémissant de Tonnerre. Le 3e jour, un dresseur réputé de Normandie fut projeté contre la clôture avec une telle violence que son bras se brisa en 2 endroits. Ces hurlements résonnèrent dans tout le domaine. Maurice Delacroix, qui observait la scène depuis son balcon privé, éclata de rire en sirotant son vin. « Merveilleux, absolument merveilleux !» s'exclama-t-il. Si les essais sont déjà si divertissants, imaginez le spectacle principal. Ce soir-là, alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel de Bordeaux, Mathieu se glissa à nouveau vers les écuries. Cette fois, il apportait quelque chose, une petite flûte en bois que sa grand-mère lui avait confectionnée. S'asseyant près du box de Tonnerre, il commença à jouer une mélodie douce et hypnotique, un air ancien des Caraïbes. Les notes douces et mélancoliques de la flûte élevaient dans la nuit, flottant entre les stalles des écuries. Tonnerre, qui habituellement s'agitait à la moindre présence humaine, resta étrangement immobile.
Ses oreilles pivotaient vers la source de cette musique envoûtante, ses yeux sauvages fixés sur le petit garçon assis dans l'ombre. Mathieu jouait sans regarder l'étalon, les yeux mi-clos, se laissant porter par la mélodie que sa grand-mère lui avait apprise. « C'est la chanson qui apaise les esprits tourmentés », lui avait-elle expliqué. Elle parle directement à l'âme, par-delà les mots. Quand il termina enfin, le silence qui s'installa semblait presque sacré. Tonnerre n'avait pas bougé, sa respiration s'était apaisée. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine, l'animal paraissait calme. « Je reviendrai demain », chuchota Mathieu en se levant doucement. « Je te le promets. » Au moment où il allait partir, l'étalon émit un léger hennissement, comme pour répondre à sa promesse. Le garçon sourit dans l'obscurité. À l'aube suivante, les essais préliminaires reprirent avec une intensité accrue. Maurice Delacroix, désireux d'ajouter du piment au spectacle, avait fait installer des gradins temporaires autour de l'enclos principal. Une centaine de spectateurs triés sur le volet, nobles locaux, riches marchands et leurs épouses, avaient été conviés à assister aux tentatives. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il avec la grandiloquence d'un directeur de cirque, « aujourd'hui, nous allons assister à un affrontement entre l'homme et la bête. Qui sera le plus fort? L'intelligence humaine ou l'instinct sauvage? » Le premier candidat de la journée était un robuste maître d'équitation venu spécialement de Paris. Vêtu d'un élégant habit de monte, il entra dans l'enclos avec une confiance ostentatoire. « J'ai dompté les plus féroces étalons d'Europe », proclama-t-il en s'inclinant devant l'audience. « Ce cheval ne sera qu'un défi de plus à mon palmarès. » Tonnerre fut conduit dans l'enclos par 4 palefreniers qui peinaient à le maintenir. Dès qu'ils relâchèrent les cordes, l'étalon se mit à tourner furieusement, ses sabots soulevant des nuages de poussière. Le Parisien s'approcha, un fouet à la main. « La domination est une question d'autorité », expliqua-t-il à la foule. « L'animal doit savoir qui est le maître. » Il fit claquer son fouet près des oreilles de Tonnerre. L'étalon se figea une fraction de seconde, puis se cabra violemment. Ses sabots avant manquèrent de peu le visage du dresseur qui recula précipitamment. La foule haleta d'excitation. « N'ayez crainte », lança-t-il en tentant de masquer sa surprise. « C'est normal qu'il résiste d'abord. » 3 fois, il tenta d'approcher. 3 fois, Tonnerre contra ses avances avec une férocité grandissante. À la 4e tentative, alors qu'il essayait de glisser un licol sur la tête de l'animal, l'étalon chargea. Le Parisien n'eut que le temps de plonger sous la barrière pour éviter d'être piétiné. Les spectateurs applaudirent ce spectacle, certains riant ouvertement de l'humiliation du dresseur. Maurice Delacroix, lui, rayonnait de satisfaction. « Qui sera le prochain ?» s'écria-t-il. Durant toute la journée, les candidats se succédèrent sans plus de succès. Un cavalier espagnol réputé pour sa technique de doma vaquera parvint à approcher Tonnerre plus près que les autres, mais finit projeté contre la barrière, épaule démise. Un ancien militaire tenta une approche plus directe et repartit avec une entaille profonde à la cuisse, infligée par un coup de sabot précis. Parmi les serviteurs assignés à l'entretien de l'enclos entre chaque tentative, Mathieu observait silencieusement. Chaque échec confirmait ce qu'il avait deviné. Ces hommes abordaient Tonnerre comme un adversaire à soumettre, jamais comme un être à comprendre. En fin d'après-midi, Philippe Rousseau, le écuyer du comte de Beaumont, fit son entrée. Contrairement aux autres, il ne portait ni fouet ni cravache, seulement une petite sacoche accrochée à sa ceinture. « Vous semblez bien léger en équipement, mon brave », commenta Maurice avec une pointe de moquerie. « Les outils les plus efficaces ne sont pas toujours visibles, monsieur Delacroix, » répondit Philippe avec un sourire énigmatique. Dans l'enclos, il adopta une stratégie différente. Plutôt que d'approcher directement Tonnerre, il sortit de sa sacoche une pomme qu'il coupa en quartiers et disposa en cercle autour de lui. Puis, il s'assit au centre et attendit, immobile. L'étalon, méfiant, resta d'abord à distance. Puis,
intrigué par l'odeur, il s'approcha lentement. Philippe ne bougeait toujours pas. Quand Tonnerre se pencha pour saisir un morceau de pomme, l'écuyer tendit doucement la main vers son museau. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Était-ce possible? Allait-il réussir là où tous avaient échoué? Mais au moment où ses doigts allaient toucher le cheval, Tonnerre renifla violemment et recula, les oreilles plaquées en arrière. Quelque chose dans l'odeur des fruits l'avait alerté. « La pomme !» murmura Mathieu à son père qui se tenait près de lui. Elle a été traitée avec quelque chose. En effet, Philippe avait tenté de droguer légèrement l'animal, mais le stratagème avait échoué. Tonnerre, rendu plus méfiant encore par cette traîtrise, se mit à charger. Elle, écuyer, n'eut d'autre choix que de battre en retraite, comme les autres avant lui. La journée se terminait. Le soleil déclinant projetait des ombres allongées sur le domaine de Chanteclair. Maurice Delacroix, plus confiant que jamais, leva son verre de champagne. « À mon million qui reste bien au chaud !» s'exclama-t-il, déclenchant les rires de ses invités. « Demain, nous verrons les derniers candidats, mais j'ai le sentiment que notre cher Tonnerre restera invaincu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans l'obscurité des écuries, Mathieu S. était à nouveau glissé près du box de L. Étalon Noir, sa flûte à la main, prêt à poursuivre ce que lui seul avait commencé, non pas dompter Tonnerre, mais gagner sa confiance. Cette nuit-là, Mathieu fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais osé. Après avoir joué de la flûte pour Tonnerre et constaté que l'animal restait paisible en sa présence, il glissa lentement sa main entre les barreaux du box. Elle, Étalon Noir, s'approcha, méfiant mais curieux. Ses naseaux frémirent en humant l'odeur du garçon. Puis, dans un geste qui aurait stupéfié tous les experts présents plus tôt dans la journée, Tonnerre avança doucement sa tête jusqu'à effleurer les doigts de Mathieu. Le contact ne dura qu'une seconde, mais pour l'enfant, ce fut comme si le temps S était suspendu. Une connexion venait de S établir, fragile mais réelle. « Je savais que tu comprendrais », murmura-t-il. Un bruit de pas le fit sursauter. Rapidement, il se dissimula derrière une pile de foin. 2 palefreniers entrèrent dans l'écurie, portant des lanternes. « Le maître veut que l'animal soit prêt pour demain », dit l'un d'eux. « Il a invité encore plus de monde pour la finale des essais. Ce cheval est un démon », répondit l'autre, en jetant un regard craintif vers le box de Tonnerre. « J'ai vu ce qu'il a fait aux Parisiens aujourd'hui. Un peu plus, et il lui arrachait la gorge. » Le maître s'en moque. Plus il y aura de sang, plus il sera content. Tu le connais. Les hommes vérifièrent les barres du box, puis repartirent. Mathieu attendit quelques minutes avant de sortir de sa cachette. Une idée germait dans son esprit, folle et dangereuse, mais irrésistible. À l'aube, l'agitation régnait déjà au domaine de Chanteclair. Le jour de la finale des essais était arrivé et Maurice Delacroix avait transformé l'événement en véritable fête. Des tentes élégantes avaient été dressées autour de l'enclos principal, proposant champagne et mets délicats aux invités. Un orchestre jouait des airs à la mode, tandis que des domestiques en livrée circulaient avec des plateaux d'argent. « Vous avez dépassé toutes les attentes, mon cher », s'extasia la comtesse de Montigny. Une veuve fortunée qui ne cachait pas son intérêt pour Maurice. « C'est le divertissement le plus original de la saison. Ce n'est que le prélude, ma chère Élisabeth, » répondit-il en lui baisant la main. Le grand spectacle aura lieu dans 2 semaines, quand les finalistes tenteront officiellement de remporter le million. Aujourd'hui n'est qu'une simple sélection. Dans les cuisines, Joséphine Lambert s'activait avec les autres domestiques pour préparer les mets destinés aux invités. Son visage trahissait l'inquiétude. « Tu n'as pas vu Mathieu ?» demanda-t-elle à Marie, qui pétrissait une pâte. « Pas depuis hier soir. » « Il a dit qu'il allait au lit tôt.
Joséphine sentit son cœur se serrer. Son fils avait toujours été discret, mais ces derniers jours, il semblait encore plus secret que d'habitude. Et depuis qu'elle l'avait surpris à dessiner Tonnerre dans son carnet, elle craignait qu'il ne développe une fascination dangereuse pour l'animal sauvage. À 10 heures précises, Maurice Delacroix, resplendissant dans un costume de cavalier qu'il n'avait jamais utilisé pour monter, se plaça au centre de l'enclos pour accueillir ses invités. « Mesdames et messieurs, hier, vous avez assisté à de vaillantes tentatives pour dompter l'indomptable. Aujourd'hui, les 6 candidats les plus prometteurs vont tenter à nouveau leur chance. Et cette fois, celui qui parviendra à ne serait-ce que poser une selle sur le dos de Tonnerre sera qualifié pour la grande finale. » Les applaudissements retentirent. La foule était 2 fois plus nombreuse que la veille, attirée par les récits des échecs spectaculaires. Maurice repéra le comte de Beaumont parmi les spectateurs et lui adressa un sourire narquois. Son rival avait perdu de sa superbe depuis l'échec humiliant de son écuyer. Notre premier candidat sera monsieur Jean-Baptiste Lefebvre, maître d'armes et cavalier émérite. Un homme au visage balafré entra dans l'enclos, salué par des applaudissements polis. Sa méthode était brutale mais précise. Il tenta de épuiser Tonnerre en le faisant tourner en cercle, maintenu par une longue corde. Pendant près d'une demi-heure, l'étalon courut, de plus en plus en colère, mais sans montrer le moindre signe de fatigue. Quand Lefebvre s'approcha enfin pour tenter de lui passer une selle, Tonnerre rompit la corde d'un coup sec et chargea. L'homme n'eut que le temps de plonger sous la barrière, abandonnant son équipement dans l'enclos. « Quel dommage !» s'exclama Maurice, son ton démentant ses paroles. « Qui sera le suivant ?» Derrière les écuries, loin du spectacle, Antoine Lambert cherchait son fils avec une inquiétude grandissante. Il avait vérifié leur petite maison, les jardins, même la cave, où Mathieu aimait parfois se réfugier pour lire. Nulle trace de l'enfant. C'est alors qu'il aperçut, accrochée à un clou près de la porte de leur cabane, la petite flûte en bois que sa mère avait offerte à Mathieu. Un frisson d'appréhension le parcourut. Jamais son fils ne se séparait de cet instrument. Pendant ce temps, à l'insu de tous, Mathieu se trouvait à des kilomètres du domaine. Il avançait d'un pas rapide sur le chemin poussiéreux menant au village de Saint-Émilion, un petit baluchon sur l'épaule. Son visage reflétait une détermination inhabituelle pour un enfant de son âge. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Mathieu atteignit Saint-Émilion. Ses pieds étaient endoloris, sa gorge sèche, mais son regard restait déterminé. Il se dirigea d'un pas sûr vers la petite maison au bout de la rue des Vignerons, là où, selon les rumeurs, vivait celui qu'il cherchait. « C'est ici », murmura-t-il en s'arrêtant devant une modeste demeure dont la porte bleue délavée contrastait avec les façades ocres des bâtiments voisins. Il hésita un instant, puis frappa 3 coups fermes. Après un long moment, la porte s'entr'ouvrit, révélant un vieil homme aux cheveux blancs et à la peau burinée par le soleil. Ses yeux perçants examinèrent l'enfant avec méfiance. « Qu'est-ce que tu veux, petit ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Êtes-vous Marcel Thibault, l'ancien chuchoteur de chevaux ?» demanda Mathieu, le cœur battant. Le vieil homme se raidit. « Je ne porte plus ce nom depuis longtemps. Qui t'envoie ? » « Personne, monsieur. »« J'ai besoin de votre aide. C'est pour un cheval nommé Tonnerre, au domaine de Chanteclair. » Le nom sembla produire un effet électrique sur le vieil homme. Ses yeux élargirent, puis se plissèrent de colère. « Delacroix, siffla-t-il. J'aurais dû me douter qu'il finirait par mettre la main sur Tonnerre. » Il scruta à nouveau Mathieu. « Comment sais-tu qui je suis, gamin ? Mon père a travaillé pour le Cher qui possédait Tonnerre avant. Il m'a parlé de vous, de comment vous étiez le seul à comprendre les chevaux sauvages. » Marcel Thibault hésita, puis ouvrit sa porte. « Entre. Cette conversation ne devrait pas avoir lieu sur le pas de la porte. » Pendant ce temps, au domaine de Chanteclair, le spectacle continuait.
4 candidats avaient déjà tenté leur chance sans succès. Certains n'avaient même pas réussi à approcher Tonnerre, d'autres avaient été violemment repoussés. Elle et Talon semblaient gagner en férocité à chaque nouvel affrontement, comme s'ils comprenaient parfaitement le jeu cruel dont il était le centre. Maurice Delacroix exultait. Chaque échec était accueilli par des exclamations de la foule, un mélange de déception théâtrale et d'excitation morbide. L'argent coulait à flot pour les paris annexes que certains invités avaient organisés entre eux. Combien de temps tiendrait le prochain candidat si du sang serait versé? Quelle blessure serait infligée? Notre 5e candidat, annonça Maurice avec une satisfaction évidente, est Monsieur Philippe Rousseau, qui revient pour une seconde tentative après son échec d'hier. Cette fois, il nous assure qu'il a une nouvelle approche imparable. Le comte de Beaumont, assis au premier rang, se redressa. Il avait promis à son écuyer une prime considérable en cas de succès. La veille au soir, ils avaient élaboré une stratégie plus agressive, incluant l'utilisation discrète d'un éperon spécial censé soumettre même les chevaux les plus rebelles. Philippe entra dans l'enclos, vêtu d'un costume de monte impeccable. Cette fois, il portait des gants épais et une veste rembourrée. Dans sa poche, l'éperon attendait le moment opportun. Tonnerre fut introduit, toujours aussi impressionnant, sa robe noire luisant sous le soleil de midi. Elle, écuyer, adopta une approche plus directe que la veille, marchant avec assurance vers l'animal. « Impressionnant », murmura quelqu'un dans la foule. « Il n'a pas peur ». Ce que les spectateurs ne voyaient pas, était la petite fiole que Philippe avait vidée sur ses gants, une mixture d'herbes apaisantes dont l'odeur était censée attirer les chevaux. Il tendit lentement la main, et effectivement, Tonnerre sembla momentanément intrigué, reniflant l'air. « Il va réussir », chuchota la comtesse de Montigny, déçue à l'idée que le spectacle puisse se terminer si vite. Mais alors que Philippe s'apprêtait à saisir les crins de L et Talon, l'animal détecta l'odeur métallique de L éperon caché. En un éclair, il pivota et décocha une ruade d'une puissance terrifiante. Le coup atteignit l'écuyer en pleine poitrine, l'envoyant valser contre la barrière. Un craquement sinistre retentit, plusieurs côtes venaient de céder sous l'impact, des cris s'élevèrent des gradins. 2 palefreniers se précipitèrent pour traîner Philippe hors de l'enclos, tandis que Tonnerre, plus agité que jamais, chargeait la barrière, faisant reculer les spectateurs les plus proches. « Magnifique !» s'exclama Maurice, les yeux brillants d'une joie perverse. « Quel caractère, quelle force !» Le comte de Beaumont, livide, s'était levé. « Votre jeu est monstrueux, Delacroix !» siffla-t-il. « Cet animal est un tueur, pas un cheval à dompter. »« Voyons, mon cher comte, » répondit Maurice avec un sourire carnassier. « Personne n'oblige vos hommes à risquer leur vie. La couardise est toujours une option. » Des rires étouffés parcoururent l'assemblée. Beaumont, humilié, quitta les gradins d'un pas raide, suivi de ses proches. Dans la petite maison de Saint-Émilion, Mathieu écoutait attentivement les paroles de Marcel Thibault. « Ah, Tonnerre est né libre, dans le désert, » expliquait le vieil homme. « Le Cher l'a capturé alors qu'il n'en était qu'un poulain, mais jamais il n'a réussi à briser son esprit. C'est pourquoi il est si précieux et si dangereux. Mais vous avez réussi à l'approcher, » insista Mathieu. Marcel soupira, un voile de tristesse passant sur son visage buriné. « J'ai gagné sa confiance, oui. Pendant des mois, j'ai simplement été près de lui, sans rien exiger. Je lui parlais, je jouais de la musique. » Mathieu se redressa. « De la musique? Quelle musique ?» Le vieil homme le regarda avec surprise. Des mélodies simples, sur un pipeau de berger. Cela semblait l'apaiser. « Comme ça ?» demanda Mathieu en fredonnant l'air qu'il jouait à Tonnerre. Marcel se figea, stupéfait. « Exactement comme ça. »« Comment connais-tu cette mélodie ? » Ma grand-mère me l'a apprise. Elle disait que C était un chant ancien pour calmer les esprits sauvages.
Le vieil homme se leva lentement et s'approcha de la fenêtre, contemplant les collines couvertes de vignes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. « Le destin a d'étranges façons de tisser ses fils, » murmura-t-il. Puis, se tournant vers Mathieu, « Tu dis que Delacroix organise un défi. 1 million pour celui qui montera Tonnerre ?» L'enfant acquiesça. « Personne n'a réussi jusqu'ici, et je crois qu'ils lui font du mal en essayant. »« Bien sûr qu'ils lui font du mal, » gronda Marcel. « Ils ne comprennent pas que la force ne fonctionne pas avec lui. Tonnerre n'est pas un cheval qu'on dompte, c'est un esprit qu'on respecte. » Mathieu hésita, puis se lança. « Monsieur Thibault, je suis venu vous demander de m'apprendre. Comment gagner sa confiance complètement? Comment le monter sans le blesser ?» Le vieil homme scruta longuement le visage de l'enfant, comme s'il cherchait à lire dans son âme. « Pourquoi? Pour l'argent? » ?»« Non, » répondit Mathieu avec une sincérité désarmante. « Pour que personne d'autre ne lui fasse de mal, pour que M. Delacroix comprenne qu'on ne possède pas vraiment un être vivant, qu'on ne peut pas acheter son esprit. » Un long silence s'installa, seulement rompu par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Finalement, Marcel Thibault hocha lentement la tête. « Je vais t'apprendre, » dit-il, « mais pas pour que tu participes à ce spectacle grotesque. Ce que je vais te montrer va bien au-delà de monter un cheval pour impressionner des nobles oisifs. » Au domaine de Chanteclair, l'agitation avait atteint son paroxysme. Antoine Lambert, le visage creusé par l'angoisse, parcourait les chemins environnants à la recherche de son fils. Joséphine, quant à elle, était allée trouver le prêtre du village voisin pour faire sonner le tocsin, espérant que quelqu'un aurait aperçu Mathieu. « Ce n'est pas dans son caractère de disparaître ainsi, » répétait-elle aux autres domestiques qui tentaient de la rassurer. « Il est toujours si prudent, si raisonnable. » Maurice Delacroix, lorsqu'il fut informé de la disparition du jeune garçon, haussa simplement les épaules. « Ces gens-là ne savent pas tenir leurs enfants, » commenta-t-il avec dédain. « Il reviendra quand il aura faim. » Mais au fond de lui, une pensée dérangeante commençait à germer. Il avait remarqué à plusieurs reprises le petit garçon rôdant près des écuries, observant les tentatives des dresseurs avec une attention inhabituelle. Et si... Non, c'était absurde. Un enfant, qui plus est le fils d'anciens esclaves, ne pouvait pas avoir la prétention de s'intéresser à son précieux Tonnerre. À Saint-Émilion, Marcel Thibault avait emmené Mathieu dans un petit enclos derrière sa maison. Un vieux cheval gris y broutait paisiblement. « Voici Éclair, » présenta le vieil homme. « Il a été mon compagnon pendant 20 ans. Maintenant, il profite d'une retraite bien méritée. » Mathieu s'approcha lentement de l'animal qui leva la tête, curieux mais nullement effrayé. « La première leçon, » commença Marcel, « est que les chevaux ne répondent pas à ce que tu dis, mais à ce que tu es. Ils sentent la peur, la colère, la confiance ou le doute avant même que tu n'ouvres la bouche. » Pendant plus d'1 heure, il montra à l'enfant comment se tenir, comment respirer, comment diriger son énergie pour que le cheval perçoive ses intentions de façon claire. Maintenant, essaie d'approcher Éclair sans parler, sans le toucher, juste avec ton intention. Mathieu se concentra, fixant doucement le cheval, puis avança d'un pas mesuré. À sa grande surprise, Éclair se mit en mouvement, comme attiré par une force invisible, et vint se placer juste devant lui. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il émerveillé. « Ce n'est pas de la magie, » expliqua Marcel avec un sourire. « C'est de la communication. Tu lui as dit, sans mots, que tu souhaitais qu'il vienne, et il a compris. » Le vieil homme observa l'enfant avec une attention accrue. « Tu as un don naturel, Mathieu. Quelque chose que peu de gens possèdent. Je peux t'apprendre les techniques, mais cette connexion que tu ressens avec les animaux, ça ne s'enseigne pas. » Mathieu hocha gravement la tête, conscient du privilège qui lui était accordé. « Pour Tonnerre, » continua Marcel, « ce sera infiniment plus difficile. Il a été maltraité, trahi. Sa confiance a été brisée, encore et encore.
Mais il y a une chose que je n'ai jamais essayé avec lui et que tu pourrais accomplir. Quoi donc? Le monter sans aucune contrainte, pas de selle, pas de bride, pas de mort, juste ton corps contre le sien, ton intention guidant la sienne, dans la pure tradition des cavaliers nomades. Les yeux de Mathieu S. élargirent. Est-ce possible? Pour la plupart des hommes, non. Ils ont trop besoin de contrôle, de domination. Mais pour quelqu'un comme toi, le regard de Marcel se perdit dans le lointain. Tu lui rappelleras sa vie, avant la captivité, quand il galopait librement dans le désert. Les heures suivantes furent consacrées à des exercices qui semblaient n'avoir aucun rapport avec l'équitation traditionnelle. Marcel apprit à Mathieu à synchroniser sa respiration avec celle d'un cheval, à lire les moindres mouvements de ses oreilles, à interpréter chaque frémissement de sa peau. Le langage des chevaux est subtil, expliquait-il. La différence entre la peur et l'excitation peut tenir à un battement de cils. À la fin de la journée, alors que le soleil déclinait sur les collines de Saint-Émilion, Mathieu réussit à monter sur le dos des éclairs sans aucun équipement, guidant l'animal uniquement par la pression de ses jambes et le déplacement de son poids. C'est un bon début, approuva Marcel, mais Tonnerre est 100 fois plus sensible, plus réactif que Éclair. Le moindre déséquilibre dans ton énergie pourrait le faire basculer dans la panique ou la fureur. Le vieil homme conduisit ensuite Mathieu à l'intérieur de sa modeste demeure et lui servit une soupe chaude accompagnée de pain frais. Pendant qu'il mangeait, il lui raconta l'histoire de Tonnerre. Il est né d'une jument sauvage capturée alors qu'elle était pleine. Dès sa naissance, les hommes du Cher ont essayé de le dresser à leur manière brutale. Il a résisté comme aucun cheval que j'ai jamais vu. Plus ils essayaient de le briser, plus sa résistance grandissait. « Comment avez-vous réussi à l'approcher » demanda Mathieu. « J'ai demandé au Cher de laisser Tonnerre tranquille pendant 3 mois. Pas de dressage, pas de tentative pour le monter, juste de la nourriture, de l'eau et un espace pour se mouvoir. Pendant ce temps, je venais simplement m'asseoir près de son enclos, chaque jour à la même heure. Je jouais de la musique, je lisais à voix haute. Parfois, je ne faisais rien d'autre que d'être présent. Et ça a marché. Au début, il m'ignorait, puis il a commencé à s'approcher, curieux. Un jour, il a mangé une pomme dans ma main. C'était un début. Mais avant que je puisse aller plus loin, le Cher a perdu patience. Il a voulu reprendre le dressage traditionnel. Tonnerre s'est rebellé violemment. Un homme est mort. Le Cher a décidé de s'en débarrasser et apparemment, c'est Delacroix qui l'a acheté. Mathieu médita ces paroles en silence, puis il demanda « Croyez-vous que je puisse réussir là où les autres ont échoué ?» Marcel le considéra longuement. « Je le crois, mais la vraie question est « Pourquoi veux-tu le faire ?» « Pour gagner le 1 million de francs ?»« Non, » répondit Mathieu sans hésitation, « pour sauver Tonnerre. S'il continue à blesser des hommes, ils finiront par le tuer. Et aussi, il hésita, pour montrer à M. Delacroix que sa cruauté et son arrogance ne peuvent pas tout acheter. Le vieil homme sourit. « Alors, je t'aiderai, mais il nous reste peu de temps. » « Quand est prévu le grand défi ? Dans 10 jours. 10 jours pour accomplir ce que d'autres n'ont pas réussi en des mois. » Marcel soupira. « Nous commencerons à l'aube. Maintenant, tu devrais te reposer. » Cette nuit-là, allongé sur une paillasse dans la modeste demeure du chuchoteur, Mathieu ne parvenait pas à trouver le sommeil. Son esprit était habité par l'image de Tonnerre, par sa puissance et sa grâce, mais aussi par la peur et la colère qu'il avait perçues dans ses yeux. Il pensait à ses parents, qui devaient être morts d'inquiétude, et à Maurice Delacroix, qui continuerait à exploiter et humilier des êtres vivants, humains ou animaux, tant que personne ne lui tiendrait tête. « Je vais y arriver », murmura-t-il dans l'obscurité. « Oh, je dois y arriver !» Au même moment,
dans le box isolé où Tonnerre avait été enfermé pour la nuit, elle et Talon Noir s'agitaient nerveusement. Quelque chose avait changé dans l'air, une présence familière avait disparu. La petite flûte S était tue, et avec elle, le seul moment de paix que l'animal connaissait dans ce monde d'hommes cruels. Les 5 jours qui suivirent furent les plus intenses que Mathieu ait jamais vécus. Du lever au coucher du soleil, Marcel Thibault lui enseignait les secrets ancestraux de la communication avec les chevaux, un art presque oublié que le vieil homme avait appris auprès des nomades d'Afrique du Nord durant sa jeunesse. « La respiration est la clé », répétait Marcel. « Quand tu montes un cheval sauvage, vos souffles doivent se fondre, devenir un seul. » Mathieu s'exerçait inlassablement sur le vieux cheval gris, apprenant à se déplacer sur son dos sans selle, guidant l'animal uniquement par la pression de ses genoux et l'inclinaison de son corps. Les premières fois, il glissait constamment, atterrissant dans la poussière sous le regard patient de Éclair. « Tu penses trop ?» lui disait Marcel. « Un cheval ne réfléchit pas, il ressent. Tu dois faire de même. » Le soir du 5e jour, alors que le crépuscule enveloppait les collines de Saint-Émilion, Mathieu réussit enfin l'exercice le plus difficile. Les yeux bandés, il parvint à diriger Éclair à travers un parcours d'obstacles que Marcel avait disposé dans l'enclos. « Remarquable », murmura le vieil homme. « Tu as en quelques jours ce que certains n'apprennent pas en une vie entière. » Assis près du feu ce soir-là, Mathieu regardait les flammes danser en silence. Son corps était endolori, ses mains couvertes d'ampoules, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. « Il est temps », déclara soudain Marcel, interrompant le silence méditatif. « Demain, nous retournerons à Chanteclair. » Mathieu releva vivement la tête. « Vous pensez que je suis prêt ? » ?»« Non, » répondit honnêtement le vieil homme. « Personne ne pourrait être pleinement prêt en si peu de temps. Mais le grand défi approche et tu dois commencer à établir un lien avec Tonnerre avant qu'il ne soit trop tard. » « Et si je n'y arrive pas ?» Marcel posa une main calleuse sur l'épaule de l'enfant. « Alors tu auras essayé, avec un cœur pur et des intentions nobles. » C'est déjà plus que ce que la plupart des hommes peuvent prétendre avoir fait dans leur vie. Au domaine de Chanteclair, l'ambiance était électrique. Le jour du grand défi approchait et les paris atteignaient des sommes folles. Maurice Delacroix, imbibé de son propre succès, avait fait imprimer des invitations spéciales sur papier doré, conviant toute l'aristocratie régionale à assister au spectacle du siècle. Joséphine et Antoine Lambert, eux, vivaient dans une angoisse permanente. Aucune nouvelle de Mathieu N était parvenue malgré les recherches. Certains prétendaient avoir aperçu un enfant correspondant à sa description sur la route de Saint-Émilion, mais la piste s'arrêtait là. « Si seulement nous pouvions quitter cet endroit maudit !» murmurait Joséphine en serrant contre elle la petite flûte de son fils. Antoine secouait tristement la tête. « Sans recommandation, sans argent, où irions-nous ? Qui engagerait d'anciens esclaves avec un enfant à charge ? Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur fils était sur le point de revenir, transformé par son expérience auprès du chuchoteur. L'aube se levait à peine lorsque Marcel et Mathieu arrivèrent en vue du domaine de Chanteclair. Ils avaient voyagé une partie de la nuit à bord d'une vieille charrette tirée par Éclair, empruntant des chemins détournés pour éviter d'être repérés. « Nous allons nous installer dans le petit bois derrière les écuries », expliqua Marcel. « D'ici, tu pourras te glisser discrètement auprès de Tonnerre pendant la nuit, quand tout le monde dort. » Mathieu acquiesça, le cœur battant à l'idée de revoir elle et Talon Noir, mais aussi ses parents qu'il avait abandonnés sans explication. « Je dois d'abord rassurer ma mère et mon père, dit-il. Ils doivent être fous d'inquiétude. Vas-y prudemment, conseilla Marcel. Et n'oublie pas, personne ne doit savoir ce que nous préparons. Surtout pas Delacroix. Profitant de l'agitation matinale du domaine, Mathieu se faufila jusqu'au quartier des domestiques. Il trouva sa mère dans la lingerie, les yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. « Maman » appela-t-il doucement.
Joséphine faillit s'évanouir en voyant son fils. Elle le serra dans ses bras avec une force désespérée, alternant entre rire et pleurs. « Mon Dieu, Mathieu, où étais-tu? Nous avons cru que... » « Ton père et moi pensions que... Je suis désolé, maman, » répondit-il en lui rendant son étreinte. « Je ne peux pas tout t'expliquer maintenant, mais je te promets que c'est important. » Joséphine S. écarta pour l'examiner. Son fils paraissait différent, plus mûr, plus assuré, comme si ces quelques jours l'avaient fait grandir de plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé? « Où étais-tu? » À Saint-Émilion, avec quelqu'un qui m'a appris des choses importantes. Il hésita, puis ajouta « Je vais participer au défi de M, de la Croix. Je vais monter Tonnerre. » Le visage de Joséphine se décomposa. « Tu as perdu l'esprit. Ce cheval a failli tuer des hommes 3 fois plus grands et plus forts que toi. Je sais ce que je fais, maman. Fais-moi confiance. » Avant qu'elle puisse protester davantage, Antoine entra dans la pièce. En apercevant son fils, il resta figé un instant, puis traversa la pièce en 3 enjambées et l'enlaça à son tour. « Ne refais jamais ça », murmura-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. Mathieu leur expliqua brièvement sa rencontre avec Marcel Thibault, omettant volontairement les détails de son apprentissage et son intention de défier publiquement Maurice Delacroix. « Je dois y aller maintenant », conclut-il. « Je reviendrai ce soir pour vous en dire plus. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Ses parents échangèrent un regard impuissant. Leur fils avait toujours été différent, plus réfléchi, plus déterminé que les autres enfants. Mais jamais ils n'auraient imaginé qu'ils puissent nourrir une telle ambition. Cette nuit-là, alors que le domaine s'endormait, Mathieu se glissa silencieusement jusqu'aux écuries. Le box de Tonnerre était isolé des autres, gardé par un palefrenier somnolent que l'enfant contourna sans difficulté. Le grand étalon noir s'agita en percevant une présence, mais se calma instantanément lorsque Mathieu commença à fredonner doucement la mélodie familière. « Je suis revenu, comme promis », chuchota-t-il en créole. « Et cette fois, je vais t'aider à être libre à nouveau. » Durant les 3 nuits suivantes, Mathieu se rendit aux écuries pour être avec Tonnerre. Chaque visite suivait le même rituel. D'abord, la mélodie fredonnait doucement, puis des paroles apaisantes en créole, et enfin, progressivement, l'approche physique. La première nuit, l'étalon permit à l'enfant de toucher son museau pendant quelques secondes. La deuxième, Mathieu réussit à caresser son encolure. La troisième, l'animal accepta sa présence prolongée dans le box, restant calme tandis que le garçon s'asseyait dans un coin, lui parlant pendant des heures. « Je ne sais pas si tu me comprends vraiment, » murmurait Mathieu, « mais je te promets que je ne te trahirai jamais. Je ne te forcerai jamais à faire ce que tu ne veux pas. » Marcel, qui observait discrètement ces échanges, était impressionné par les progrès, mais aussi préoccupé par le temps qui s'écoulait trop vite. « Le lien se crée », dit-il à Mathieu, alors qu'ils partageaient un repas frugal dans leur campement du Petit Bois. « Mais nous n'avons plus que 2 jours avant le défi. Tu dois tenter de le monter demain soir. » L'enfant hocha gravement la tête. « Je suis prêt. Ce n'est pas une question d'être prêt, » répliqua Marcel. « C'est une question de confiance mutuelle. Tonnerre doit décider de t'accepter sur son dos. Tu ne peux pas le forcer. » Pendant ce temps, l'effervescence au domaine de Chanteclair atteignait son comble. Des gradins permanents avaient été construits autour de l'enclos principal, pouvant accueillir plus de 500 spectateurs. Des tentes luxueuses étaient dressées pour offrir rafraîchissement et collation aux invités de marque. Maurice Delacroix avait même fait venir de Paris un peintre réputé pour immortaliser l'événement. « Ce sera le point culminant de ma carrière d'éleveur », se vantait-il auprès du préfet de la région, venu en personne superviser les mesures de sécurité. 1 million de francs pour 5 minutes sur le dos d'un cheval. Personne n'a jamais proposé un tel défi. Et si quelqu'un réussit, demanda le préfet avec une pointe de scepticisme. Maurice éclata de rire.
Impossible, mon cher. J'ai fait examiner Tonnerre par les meilleurs experts. Cet animal est littéralement indomptable. Son esprit est trop sauvage, trop... et primitif. Ce qu'ignorait Maurice, c'est que dans les quartiers des domestiques, la rumeur des visites nocturnes de Mathieu aux écuries commençait à circuler. Un jeune palefrenier l'avait aperçu sortant du box de Tonnerre à l'aube, mais avait gardé l'information pour lui, fasciné par l'idée que ce petit garçon puisse approcher l'animal que tous craignaient. Joséphine et Antoine, quant à eux, observaient leur fils avec un mélange d'inquiétude et d'étonnement. Depuis son retour, Mathieu semblait transformé, plus concentré, plus serein, comme habité par une mission dont lui seul connaissait la nature exacte. « Que complotes-tu » lui demanda finalement son père, alors qu'ils se retrouvaient pour le dîner dans leur modeste logement. Mathieu hésita, puis décida que le moment était venu de révéler son plan. « Je vais participer au défi de M, de la Croix, » annonça-t-il calmement. « Je vais monter Tonnerre devant tout le monde et gagner le 1 million de francs. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Puis, Antoine frappa du poing sur la table, faisant sursauter sa femme. « C'est de la folie, je te l'interdis. » « Tu as vu ce que cet animal a fait à des hommes expérimentés, Antoine ?» intervint doucement Joséphine, posant une main sur le bras de son mari. « Laisse-le s'expliquer. » Mathieu leur raconta alors tout, sa rencontre avec Marcel Thibault, l'apprentissage intensif, les visites nocturnes à Tonnerre. Au fur et à mesure de son récit, l'expression d'Antoine passait de la colère à l'incrédulité, puis à une forme de respect hésitant. Ce Marcel, il était vraiment le seul à pouvoir approcher Tonnerre avant ? Oui, papa, et il dit que j'ai un don comme lui, que je peux comprendre les chevaux d'une façon que la plupart des hommes ne peuvent pas. Antoine échangea un regard avec sa femme. Ils avaient tous deux remarqué depuis que Mathieu était tout petit sa connexion particulière avec les animaux. Comment les chiens errants le suivaient, comment les oiseaux sauvages venaient manger dans sa main. « Et si tu réussis ?» demanda finalement Joséphine. « Qu'arrivera-t-il ? » « Nous serons libres, » répondit simplement Mathieu. « Avec 1 million de francs, nous pourrons acheter notre propre terre, notre propre maison. Nous ne serons plus jamais à la merci de gens comme M, de la Croix. » Un long silence suivit ces paroles. Antoine se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant les lumières du manoir qui brillaient au loin. « Toute ma vie, » dit-il d'une voix grave, « j'ai rêvé de liberté, d'abord comme esclave, puis comme domestique qui n'était guère mieux traité. J'ai toujours espéré te donner une vie meilleure, mon fils. » Il se tourna vers Mathieu, les yeux brillants d'une émotion contenue. « Si tu crois vraiment pouvoir réussir ce miracle, alors je ne m'y opposerai pas. » La veille du grand jour, Mathieu se rendit aux écuries plus tôt que d'habitude. Marcel l'accompagnait cette fois, restant dans l'ombre pendant que l'enfant entrait dans le box de Tonnerre. L'étalon accueillit Mathieu avec un léger hennissement, presque comme une salutation. Le garçon s'approcha lentement, caressant l'encolure puissante de l'animal. « Ce soir, » murmura-t-il, « je vais te demander quelque chose de difficile, quelque chose que tu n'as peut-être jamais accepté auparavant. » Avec des gestes d'une lenteur délibérée, Mathieu sortit de sa poche un morceau de tissu doux et le présenta à Tonnerre pour qu'il puisse le renifler. Puis, toujours en lui parlant doucement, il plaça le tissu sur le dos de l'animal. Tonnerre frémit, mais ne se déroba pas. Encouragé, Mathieu poursuivit, posant ses mains à plat sur le dos de l'étalon, s'habituant à sa chaleur, à la texture de son poil soyeux. « Maintenant, » chuchota-t-il, « je vais essayer de monter. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à t'écarter. » Lentement, avec une grâce que seules des heures d'entraînement intensif pouvaient procurer, Mathieu se hissa sur le dos de Tonnerre. Aile et talon se figea.
tous ses muscles tendus. Pendant un instant terrible, Marcel, qui observait la scène, crut que tout était perdu, que l'animal allait se cabrer et projeter l'enfant contre les murs du box. Mais Mathieu, parfaitement calme, continuait de parler doucement, sa voix un flot constant de paroles apaisantes. Progressivement, la tension quitta le corps de Tonnerre. Elle et Talon fit quelques pas hésitants, s'adaptant à ce poids inhabituel sur son dos. « C'est bien », encouragea Mathieu. « Tu vois, ce n'est pas si terrible. » Marcel n'en croyait pas ses yeux. En quelques jours, cet enfant avait accompli ce que des dresseurs expérimentés n'avaient pu faire en des mois d'efforts. Il y avait quelque chose de presque mystique dans la connexion entre le garçon et l'animal. Après quelques minutes, Mathieu glissa doucement du dos de Tonnerre et le récompensa avec une pomme qu'il avait gardée dans sa poche. « Demain, dit-il en quittant le box, nous allons montrer au monde entier ce qu'est le véritable respect entre un homme et un cheval. » Cette nuit-là, alors que tout le domaine de Chanteclair dormait, seules 2 personnes restaient éveillées, contemplant les étoiles avec des pensées bien différentes. Maurice Delacroix, sur la terrasse de son manoir, savourait d'avance son triomphe, imaginant les applaudissements, l'admiration, la jalousie de ses pairs devant son spectacle sans précédent. Mathieu, assis près du petit feu de camp où Marcel lui enseignait une dernière leçon, pensait à la liberté, celle de Tonnerre, celle de sa famille, et peut-être, d'une certaine façon, celle de tous ceux qui, comme lui, avaient vécu trop longtemps sous le joug de l'arrogance et du mépris. Le jour tant attendu se leva sur le domaine de Chanteclair, baigné d'une lumière dorée qui semblait annoncer un événement d'exception. Dès l'aube, des voitures élégantes commencèrent à arriver, déversant un flot continu de notables et d'aristocrates venus de toute la région. Les femmes en robes somptueuses et chapeaux extravagants, les hommes en costumes impeccables, tous convergeaient vers l'enclos principal transformé en véritable arène. Maurice Delacroix, vêtu d'un costume sur mesure aux boutons d'or, accueillait personnellement ses invités les plus prestigieux. Son visage rayonnait d'une satisfaction à peine dissimulée. « Ah, monsieur le préfet, quel plaisir de vous revoir! J'ai réservé une place de choix pour vous et madame. » Dans les écuries, l'agitation était à son comble. Une dizaine de palefreniers s'affairaient autour de Tonnerre, tentant de le préparer pour le spectacle. Elle et Talon Noir, comme s'il pressentait l'importance de ce jour, semblait plus agité que jamais, repoussant violemment quiconque tentait de l'approcher. « Cette bête est possédée !» marmonna le palefrenier en chef en esquivant de justesse un coup de sabot. Comment sommes-nous censés l'amener dans l'arène? À l'écart de cette effervescence, Mathieu se préparait dans le calme. Assis sur un ballot de paille derrière les écuries, il écoutait les derniers conseils de Marcel Thibault. « Souviens-toi, disait le vieil homme, peu importe le bruit, les cris, les distractions, il n'y aura que Tonnerre et toi. Tout le reste doit disparaître. » L'enfant acquiesça, son visage reflétant une concentration intense. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon de toile, aucun équipement de protection, aucun accessoire d'équitation, juste lui, dans sa plus simple expression. « Il est temps », annonça Marcel, en entendant le son des trompettes qui signalaient le début imminent de l'événement. Mathieu se leva, serra brièvement la main du vieux chuchoteur, puis se dirigea vers l'enclos principal. Ses parents l'attendaient à mi-chemin, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu n'es pas obligé de faire ça », murmura sa mère en l'étreignant. « Je le sais », répondit-il simplement, « mais je le dois. » Antoine posa une main sur l'épaule de son fils, incapable de prononcer un mot, sa gorge nouée par l'émotion. Dans l'arène, Maurice Delacroix avait pris place sur une estrade spécialement construite, entouré de ses invités les plus prestigieux. Un silence relatif s'établit lorsqu'il se leva pour prendre la parole. « Mesdames et messieurs, bienvenue à ce défi sans précédent. » Sa voix portait loin, amplifiée par l'acoustique naturelle de l'enclos.
Aujourd'hui, nous allons assister à une lutte épique entre l'homme et la bête. Je vous rappelle l'enjeu, 1 million de francs pour celui qui réussira à monter Tonnerre pendant 5 minutes complètes. Les applaudissements éclatèrent, suivis d'un bourdonnement d'excitation, alors que le premier candidat s'avançait. Un célèbre dompteur de cirque venu spécialement d'Espagne. Sa tentative fut brève et violente. À peine entré dans l'enclos, il fut chargé par Tonnerre et dut se réfugier derrière une barrière de sécurité sous les huées déçues de la foule. 2 autres candidats suivirent, avec des résultats similaires. Le troisième, un robuste cavalier normand, parvint à approcher les talons suffisamment près pour toucher sa crinière, avant d'être projeté au sol et de s'enfuir en boitant. Maurice Delacroix jubilait. Chaque échec renforçait sa réputation et l'impossibilité apparente du défi qu'il avait lancé. Son million semblait plus en sécurité que jamais. Y a-t-il d'autres courageux candidats ? Lança-t-il avec une pointe d'ironie. Un silence s'installa, rompu seulement par le souffle puissant de Tonnerre qui tournait nerveusement dans l'enclos, sa robe noire luisante de sueur sous le soleil de midi. « Je vais essayer », la voix était si douce, si jeune que peu de personnes l'entendirent d'abord. Puis, comme une vague, un murmure incrédule parcourut l'assemblée. « Un enfant ? C'est une plaisanterie. Qui a laissé entrer ce garçon ?» Maurice Delacroix plissa les yeux, tentant d'identifier la petite silhouette qui se tenait maintenant à l'entrée de l'enclos. Lorsqu'il reconnut Mathieu, son visage passa de la surprise à l'indignation, puis à l'amusement cruel. Le fils de mes domestiques, quelle audace! Il se tourna vers la foule avec un sourire méprisant. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons un divertissement supplémentaire aujourd'hui. Ce petit garçon croit pouvoir accomplir ce que des hommes expérimentés ont échoué à faire. » Des rires éclatèrent dans l'assistance, certains ouvertement moqueurs, d'autres gênés par la cruauté évidente de la situation. « Laissez-le essayer !» cria quelqu'un. « Oui, pourquoi pas? Ça ne peut pas être pire que les précédents !» renchérit un autre. Maurice hésita. L'idée de ridiculiser publiquement le fils de ses employés avait quelque chose de délicieusement pervers. Mais si l'enfant était blessé grièvement devant tous ses témoins, « C'est trop dangereux, mon garçon, » dit-il finalement, feignant la préoccupation. « Je ne peux pas permettre qu'un enfant risque sa vie pour ce défi. Vous avez peur, monsieur Delacroix ?» La voix de Mathieu, claire et assurée, résonna dans le silence soudain. « Peur que je réussisse là où tous ont échoué ?» Un « ou » collectif S éleva de la foule. Le visage de Maurice s'empourpra de colère. « Insolent petit !» Il se reprit, conscient des regards fixés sur lui. « Très bien. Si ton père accepte ce risque insensé, je ne m'y opposerai pas. » Antoine Lambert, debout près de son fils, hocha gravement la tête. « Parfait !» s'exclama Maurice avec un sourire carnassier. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons un nouveau candidat. Un enfant qui croit pouvoir dompter la bête indomptable. » Un silence absolu régnait sur l'arène lorsque Mathieu franchit la barrière de l'enclos. Son pas était mesuré, tranquille, comme s'il entrait simplement dans le pré d'un animal familier. À l'autre extrémité, Tonnerre s'agitait nerveusement, encore perturbé par les tentatives précédentes. « Ce petit va se faire tuer !» murmura la comtesse de Montigny, portant son mouchoir de dentelle à ses lèvres. « Delacroix devrait avoir honte !» répondit sa voisine. « Utiliser un enfant pour ce spectacle grotesque !» Sur son estrade, Maurice affichait un sourire narquois. La présence de Mathieu dans l'arène servait parfaitement ses intérêts. Quel que soit le résultat, il serait le grand gagnant. Si l'enfant échouait spectaculairement, l'humiliation rejaillirait sur ses parents, ses anciens esclaves qui avaient parfois l'audace de le regarder droit dans les yeux. Et s'il était blessé, eh bien, personne ne pourrait vraiment blâmer le maître du domaine, puisque le père avait donné son consentement.
Au bord de l'enclos, Marcel Thibault observait la scène, ses vieux doigts serrés si fort sur la barrière que les jointures en étaient blanches. Près de lui, Joséphine priait silencieusement, tandis qu'Antoine se tenait droit comme un piquet, le visage impassible malgré la terreur qui lui nouait les entrailles. Mathieu s'immobilisa au centre de l'arène. Ignorant totalement la foule, il ferma les yeux un instant, régulant sa respiration comme Marcel le lui avait enseigné. Puis, doucement, il commença à fredonner. La mélodie, simple et envoûtante, éleva dans l'air immobile de l'après-midi. Quelques rires nerveux éclatèrent dans l'assistance. « Qu'est-ce qu'il fait? Il croit pouvoir endormir le cheval avec une berceuse !» ricana quelqu'un. Mais les rires éteignirent rapidement lorsque Tonnerre, qui chargeait dans la direction opposée, s'arrêta brusquement. Ses oreilles pivotèrent, cherchant la source de cette musique familière. Lentement, Étalon se tourna vers Mathieu. L'enfant continuait à fredonner, les yeux maintenant ouverts, fixés sur ceux de l'animal. Puis, il commença à parler, d'une voix basse mais clairement audible dans le silence qui s'était établi. « Tu me reconnais, n'est-ce pas ?» dit-il en créole. « C'est juste toi et moi, comme les autres nuits. Oublie tous ces gens, oublie le bruit et la peur. » Tonnerre renâcla, agita sa tête, mais ne s'éloigna pas. Au contraire, il fit un pas hésitant vers l'enfant. « Mon Dieu !» souffla le préfet, « le cheval, écoute !» Maurice Delacroix se redressa sur son siège, son sourire s'effaçant progressivement. Il y avait quelque chose d'anormal dans ce qui se déroulait sous ses yeux, quelque chose qui défiait sa compréhension du monde. Mathieu avançait maintenant vers Tonnerre, lentement, sa main tendue paume vers le haut. Étalon resta immobile, ses flancs se soulevant au rythme de sa respiration puissante. Lorsque les doigts de l'enfant touchèrent de son museau, un murmure collectif éleva des gradins. « Impossible !» articula Maurice, son visage pâlissant. Mais ce N était que le début. Avec des gestes d'une fluidité parfaite, Mathieu caressa l'encolure de Tonnerre, lui parlant constamment à voix basse. L'animal, qui quelques minutes plus tôt avait presque piétiné un homme robuste, semblait maintenant apaisé, presque soumis sous les mains délicates de l'enfant. « Maintenant, » chuchota Mathieu, « je vais monter, comme la nuit dernière. D'accord ?» Il se plaça contre le flanc de l'étalon et, d'un mouvement souple, se hissa sur son dos. Tonnerre frémit, mais ne broncha pas. Mathieu était maintenant assis à cru sur le dos de l'animal, que tous croyaient indomptable, ses jambes nues épousant parfaitement les flancs puissants. Un silence de cathédrale régnait sur l'assemblée. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. « Le chronomètre » souffla quelqu'un. « Lancez le chronomètre !» Comme sortant d'une transe, Maurice fit signe à son intendant qui déclencha un imposant chronomètre posé sur un piédestal. 5 minutes, 300 secondes interminables, commencèrent à s'écouler. Mathieu, parfaitement centré sur le dos de Tonnerre, posa doucement ses mains sur l'encolure de l'animal. À ce contact, l'étalon commença à avancer, d'abord prudemment, puis avec plus d'assurance. Ils décrivirent un cercle parfait dans l'arène, au pas, dans un silence absolu. 1 minute s'écoula. Il l'a dressé en secret, lança soudain Maurice, retrouvant sa voix. « Mais c'est une supercherie !»« Impossible !» répondit le comte de Beaumont, qui s'était approché de l'estrade. « Mon écuyer a tenté d'approcher ce cheval hier encore, et il a failli y laisser la vie. » Dans l'arène, Mathieu et Tonnerre continuaient leur danse silencieuse. L'enfant semblait faire corps avec l'animal, ses mouvements parfaitement synchronisés avec ceux du cheval. À un moment, il se pencha en avant et murmura quelque chose à l'oreille de Tonnerre. Étalon s'arrêta, puis, à la stupéfaction générale, se mit au trot. 2 minutes s'écoulèrent. Le trot de Tonnerre était puissant, énergique, mais parfaitement maîtrisé. Mathieu,
toujours sans selle ni bride, se maintenait en équilibre avec une aisance déconcertante, comme s'il était né sur le dos de cet animal. « C'est prodigieux », murmura le préfet, exprimant tout haut ce que chacun pensait tout bas. À 3 minutes, Mathieu fit quelque chose qui arracha une exclamation collective à l'assistance. Se penchant à nouveau vers l'oreille de Tonnerre, il chuchota une instruction que lui seul pouvait entendre. Elle et Talon Noir s'élança alors au galop, ses sabots soulevant des nuages de poussière, sa crinière fouettant l'air comme une bannière de jet. Maurice de la Croix s'était levé, le visage déformé par une rage impuissante. Son spectacle, conçu pour humilier et divertir à ses dépens, s'était transformé en démonstration de sa propre arrogance et de ses préjugés. À 4 minutes, la foule commença à applaudir spontanément. D'abord quelques personnes, puis des dizaines, enfin l'arène entière résonnait d'acclamations pour cet enfant qui réalisait l'impossible. Dans un dernier acte de défi, Mathieu guida Tonnerre directement vers l'estrade où se tenait Maurice. Elle, Étalon, s'arrêta à quelques mètres, puis, comme obéissant à une instruction silencieuse, se cabra majestueusement, ses antérieurs battant l'air dans un geste de puissance pure. Mathieu, parfaitement en équilibre, semblait cloué au dos de l'animal par une force mystérieuse. « 5 minutes !» hurla quelqu'un alors que le chronomètre émettait une sonnerie stridente. L'arène explosa en applaudissements et en cris de joie. Des chapeaux volèrent dans les airs, des mouchoirs furent agités. Même le préfet S était levé pour ovationner cette performance extraordinaire. Mathieu glissa doucement du dos de Tonnerre et s'inclina légèrement devant l'assemblée. Puis, dans un geste qui toucha tous les cœurs présents, il enlaça le cou de l'Étalon Noir, posant sa joue contre l'encolure luisante. « Bravo, mon ami !» murmura-t-il. « Tu as été parfait. » Maurice de la Croix, livide, restait figé sur son estrade. 1 million de francs. 1 million de francs venait de lui échapper, gagné par le fils de ses domestiques, un enfant noir qu'il avait toujours considéré comme insignifiant. « Monsieur de la Croix, » dit le préfet en s'approchant de lui, « je crois que vous avez un paiement à effectuer. » Maurice ouvrit la bouche, prêt à contester, à trouver une échappatoire. Mais le regard du préfet et des dizaines de témoins autour de lui le dissuadèrent. Sa parole était engagée, publiquement. Refuser de payer serait pire que la perte de l'argent. Ce serait la perte de son honneur et de sa position sociale. « Bien sûr, » articula-t-il finalement, « je suis un homme de parole. » Dans l'enclos, Mathieu conduisait Tonnerre vers la sortie, une main posée légèrement sur son encolure. L'animal le suivait docilement, comme un chien fidèle suivrait son maître. Marcel Thibault les attendait, les yeux brillants de fierté et d'émotion. « Tu as réussi au-delà de mes espérances », dit-il en posant une main sur l'épaule de l'enfant. « C'est Tonnerre qui a réussi », corrigea doucement Mathieu. « Je lui ai juste montré qu'il pouvait me faire confiance. » Joséphine et Antoine se précipitèrent vers leur fils, l'enveloppant dans une étreinte qui disait plus que tous les mots. Autour d'eux, la foule était massée, admirative, curieuse, certains tendant la main pour toucher l'enfant prodigieux, d'autres offrant des félicitations enthousiastes. Une semaine plus tard, le domaine de Chanteclair connaissait un changement radical. Maurice de la Croix, fidèle à sa parole malgré lui, avait remis le 1 million de francs à Mathieu, ou plutôt à Antoine, puisqu'un enfant ne pouvait légalement recevoir une telle somme. Avec cet argent, les Lambert avaient acheté une propriété voisine, une modeste maison entourée de quelques hectares de prairies et de vignes. Marcel Thibault, invité à vivre avec eux, avait accepté avec joie, trouvant enfin une famille après des années de solitude. Quant à Tonnerre, il vivait maintenant dans un enclos spacieux derrière la maison des Lambert. Libre d'aller et venir à sa guise, il s'était transformé en un animal différent, toujours fier et indépendant, mais sans cette rage qui l'habitait auparavant. Chaque soir, Mathieu venait passer du temps avec lui, parfois montant sur son dos pour de longues promenades dans la campagne, parfois simplement assis près de lui,
jouant de sa petite flûte sous les étoiles. La nouvelle de l'extraordinaire exploit du jeune garçon S était répandue dans toute la France. Des journalistes étaient venus l'interviewer, des éleveurs proposaient des sommes considérables pour que Mathieu travaille avec leurs chevaux difficiles. Mais pour l'instant, la famille Lambert préférait savourer leur nouvelle vie, loin de l'ombre oppressante du domaine de Chanteclair. Ils avaient baptisé leur propriété « Liberté », un nom qui résonnait profondément pour ces anciens esclaves, mais aussi pour les étalons noirs qui avaient trouvé, grâce à un enfant au cœur pur, le chemin vers une existence digne et respectée. Quant à Maurice Delacroix, on dit qu'il ne fut plus jamais le même après cette journée fatidique. Quelque chose s'était brisé en lui, peut-être son arrogance, peut-être ses certitudes sur l'ordre du monde. Parfois, on l'apercevait à la limite de sa propriété, observant de loin la silhouette de Mathieu galopant librement sur Tonnerre, à travers les collines dorées par le soleil couchant. Et dans ces moments-là, certains juraient avoir vu une larme couler sur sa joue, larme de regret, d'envie ou de compréhension tardive. Nul ne le savait vraiment.